Eh bien, salut à tous, c'est le Doc. Aujourd'hui, on va parler de qu'est-ce que c'est que d'être un gentleman. C'est parti, générique. Il y a quelques jours, un baron de la communauté m'a envoyé la référence d'un ouvrage que je ne connaissais absolument pas. Il s'agit de Vie catholique gentleman de Sam Guzman, un blogueur américain qui a réalisé il y a quelques années un site internet qui vise à vulgariser et expliciter l'art de vivre d'un parfait gentleman. Le texte est plutôt court mais passionnant, malheureusement disponible qu'en anglais. Ce qui est intéressant avec ce livre, c'est que Sam Guzman remet au centre des préoccupations l'art de vivre gentleman dans un 21e siècle qui connaît une profonde crise de la masculinité. Il aborde les caractéristiques de cet art de vivre, il donne des conseils pratiques et surtout il fait un lien entre le catholicisme et le fait d'être un gentleman, parce qu'il y a des valeurs communes. En soi, le catholicisme a aidé à l'émergence du gentleman. Dans cette vidéo, je ne vais pas aborder l'aspect religion, ce sera peut-être le cas dans une autre, puisque je pars du principe que on peut être très bien un gentleman sans forcément être croyant. Mais il n'en demeure pas moins que le livre est extrêmement intéressant, et pour ceux qui ne veulent pas le lire en anglais, je vais vous donner dans cette vidéo les idées remarquables que développe Sam Guzman à l'intérieur de son ouvrage. Donc on va essayer de comprendre déjà d'où commence cette crise de la masculinité, comment on peut y répondre et surtout comment on peut devenir nous-mêmes un gentleman. Maintenant que tout ça c'est dit, nous pouvons y aller. Tout d'abord, Sam Guzman part du principe que le 21e siècle est celui de la crise de la masculinité. C'est un processus qui a démarré il y a déjà plusieurs décennies, voire siècles, et qui n'est pas arrivé du jour au lendemain par l'opération du Saint-Esprit. Pour Sam Guzman, il y a une multitude de causes qui peuvent expliquer cette crise de la masculinité. Déjà, on a l'émergence du néo-féminisme, mais pour lui, ça serait trop naïf de dire qu'il n'y a que le néo-féminisme qui est responsable de cette crise de la masculinité. Il ne faut pas se défausser puisque les hommes eux-mêmes ont une part de responsabilité dans la perte des valeurs qui sont propres au masculin. Et ça, c'est un problème. Pour lui, ce qui explique avant toute chose cette crise de la masculinité, c'est l'abandon progressif du rôle du père. La paternité qui a commencé à se réduire petit à petit, et ce, à partir de la révolution industrielle. Pourquoi? Parce que les hommes ont plus ou moins quitté leur foyer pour devenir ouvriers. Ils ont quitté le monde rural pour la ville, à faire des horaires pas possibles. Certes, c'était pour amener de l'argent au foyer, mais ils n'avaient plus ce rôle d'éducation qui était pourtant primordial. La mère était là toujours, mais le père ne remplace pas la mère et la mère ne remplace pas le père. Ce qui fait que le père n'a pas pu avoir ce rôle-là d'éducation, et bien tout simplement cette autorité paternelle, puisque les enfants ont manqué de sa présence dans le foyer et il n'a pas pu donner tout un tas de conseils et de bagages de valeurs aux enfants qui allaient rentrer dans la vie d'adulte. Alors, Christopher Lasch a aussi développé cette idée. Pour lui, à partir des années 45-50, nous sommes rentrés dans ce qu'on appelle un paternalisme sans père. La figure de l'autorité du père s'est peu à peu effacée pour se remplacer par celle de l'État et du marché qui ont infantilisé les individus, ce qui fait qu'aujourd'hui le père est décrié, voire même traîné dans la boue. En plus de cet abandon du rôle du père, on a eu une castration des hommes par le marché du travail, puisqu'on a eu des open space, des métiers un petit peu inutiles, ce qu'on appelle des bullshit jobs, et surtout les hommes ne faisaient plus d'artisanat, de métiers de l'agriculture, etc. Ce qui faisait qu'en fait ils sont passés d'hommes qui œuvraient, d'hommes avec vraiment l'idée de travail manuel, à des individus sans épine dorsale qui travaillaient dans des bureaux en open space et pour qui le seul plaisir ultime d'aller au travail, c'est le moment machine à café, ce qui est d'une tristesse ultime. Donc les hommes ont perdu leur lettre de noblesse et surtout leurs attributs qui incarnaient cette virilité et notamment le travail manuel, cette utilité-là, parce qu'un homme ne trouve pas d'accomplissement personnel dans des tâches inutiles, dans des métiers du tertiaire. Pour Sam Guzman, nous sommes dans l'ère du faux. On n'est pas authentique et les hommes ne le sont pas. Il compare d'ailleurs les hommes à leurs voitures. Pourquoi? Parce que dans les années 50, 60, 70, quand les hommes avaient encore des attributs, ils avaient des voitures puissantes, notamment des muscle cars. Et Sam Guzman adorait aller voir les muscle cars, notamment des Ford Mustang, Fastback ou Shelby, etc.
parce que c'était des voitures qui étaient déjà très puissantes avec des moteurs V8, mais surtout parce que dans ces voitures-là, il y avait un mélange de certains matériaux plutôt nobles, d'acier, de bois, qui rendaient le véhicule vrai, réel, authentique. Alors qu'aujourd'hui, nos bagnoles sont en plastique et tu tapes ton tableau de bord, ta main traverse, quoi. Donc, en fait, les voitures sont à l'image des hommes d'aujourd'hui, inauthentiques, fade et cassable. La problématique d'aujourd'hui, c'est que nous sommes dans l'ère de l'inauthenticité. Et il explique qu'à partir des années 2000 et 2010, en France, il y a eu l'avènement de l'ère des hipsters. Les hipsters, c'était un courant esthétique masculin qui prônait pour un certain art de vivre, avec un certain style vestimentaire et le port de la barbe. Une façon naïve et candide de retrouver une forme de virilité. Mais Sam Guzman note que c'était une volonté de s'insérer au groupe, de rentrer dans une forme de tribu masculine. Mais c'est quoi la solution? Parce que c'est bien beau de pleurer dans son coin, mais ça n'enraye pas la crise de la masculinité. Eh bien, pour Sam Guzman, il y a une solution qui est très simple. Il suffit de se replonger dans notre passé et de réembrasser l'art de vivre du parfait gentleman. Depuis le début de cette vidéo, tu dois te dire, oui, le doc, tu dis gentleman, mais tu n'emploies pas le terme de gentilhomme, t'es américanisé, etc. Non, non, Célestin, ça a une explication très simple. Le gentleman et le gentilhomme, ce n'est pas la même chose. Pourquoi? Parce qu'en France, sous l'Ancien Régime, un gentilhomme, c'était tout simplement un homme qui naissait dans la noblesse. Il appartenait à une catégorie sociale bien distincte des autres. Et on ne pouvait pas devenir gentilhomme comme ça du jour au lendemain. C'est ce que montre parfaitement Molière dans sa pièce Le bourgeois gentilhomme. C'est pas possible, il y a un plafond de verre. Tu nais gentilhomme, tu ne le deviens pas. Or, le gentleman, dans le monde anglo-saxon, ce sont des caractéristiques que n'importe quel homme de n'importe quel milieu peut intégrer pour être un gentleman. En réalité, c'est juste un bagage de valeurs. Donc il y a vraiment cette différence-là entre le gentleman et le gentilhomme. Même si ensuite, le gentilhomme dans le langage courant en France, ça peut être juxtaposé au gentleman. Mais de base, c'est vraiment une catégorie sociale à part entière différente. Néanmoins, le code de la chevalerie que l'on retrouvait en France, c'est à peu près le même que ce qu'on retrouve chez les gentlemen, puisqu'il y a aussi la religion catholique qui a influencé tout ça. Mais dans le monde anglo-saxon, le gentleman, c'est un homme qui a un bagage de valeurs. Et c'est ce qu'explique le cardinal John Henry Newman, qui a dressé la liste des différentes caractéristiques du gentleman. C'est un homme qui ne veut pas se mettre en avant, qui respecte les autres, qui ne veut pas écraser les plus faibles et qui justement veut les protéger, qui a un style à part entière, qui est un homme de goût et de lettres. Bref, tout ça, et surtout, ce qui est extrêmement important, c'est que on ne se définit pas nous-mêmes comme un gentleman. Non, non, parce que ça serait justement vouloir se mettre en avant et vouloir péter plus haut que son c***. En réalité, ce sont les autres qui doivent nous désigner comme étant un gentleman. Et c'est ça toute la force en fait de cet archétype-là. C'est pour ça que dans la culture anglaise, le gentleman, ça fait partie de leur inconscient collectif et qu'on l'a un petit peu moins en France. De ce fait, le gentleman, c'est un modèle. Il incarne parfaitement cette figure paternaliste. Les gens veulent lui ressembler, et surtout les jeunes hommes, parce que c'est une sorte de modèle, c'est une boussole qui guide la société. Il incarne parfaitement cette autorité paternaliste. Mais pour ça, il faut être viril. Mais quelle virilité il faut adopter? Et Guzman nous pose la question. Est-ce qu'il faut adopter celle de Schwarzenegger avec des bras immenses et ça tire à gogo comme dans tous ses films? Ou alors est-ce que c'est la virilité qu'incarne par exemple Peterson de l'accumulation de savoir? Eh bien en réalité pour Guzman, les deux incarnent la virilité. La virilité de la force, de la démonstration de puissance, mais aussi celle de l'esprit. Mais en somme, là où c'est le mieux, c'est l'addition de ces deux virilités. La virilité du corps, de la force, cet éloge-là, et celle de l'esprit. Un esprit sain dans un corps sain, comme disaient les Grecs. C'est l'accumulation de ces deux virilités qui fera de vous un homme complet. On ne peut pas tout miser sur le physique ou tout miser sur l'intellect, parce qu'on va avoir des carences. Et le gentleman, c'est un homme complet. C'est un homme qui est à la fois à l'aise dans son corps, qui a cet esprit de conquête et qui veut se développer physiquement, mais c'est aussi un homme qui a cet esprit de conquête dans les livres, dans la littérature et dans le savoir. Ce sont les deux faces d'une même pièce. Un gentleman développe autant son corps
corps que son esprit. Et d'ailleurs, Schwarzenegger comme Peterson ont des points communs. Ils ont le dénominateur commun de cet esprit de conquête, de cette volonté de puissance, mais surtout ce sont des modèles pour des générations de jeunes hommes. Et ils incarnent parfaitement cette figure d'autorité paternaliste. Joseph Campbell, qui est un auteur qui a beaucoup travaillé sur le concept du héros, explique qu'on a deux pères, le père biologique et le père de substitution. Et ces deux-là sont des modèles pour n'importe quel jeune homme qui souhaite se développer au mieux. Comme je t'ai dit, que ce soit Schwarzenegger ou Peterson, les deux ont eu un esprit de conquête. C'était le cas de Schwarzenegger, bon maintenant il est un peu vieux, mais les deux ont cet esprit de conquête. C'est-à-dire cette volonté de puissance de œuvrer dans la vie de tous les jours, d'être dans l'action afin d'avoir un impact sur la communauté. Le gentleman, il a des intérêts qui lui sont propres, c'est un homme avec des désirs et des buts, mais dans l'accomplissement de ses objectifs, il va créer une sorte de cercle vertueux autour de lui. Il va faire le bien. Forcément, un gentleman est dans l'action, mais dans l'action positive. On ne peut pas considérer qu'un homme qui est dans l'action négative soit un gentleman, parce qu'il cause le malheur autour de lui. Donc là, ça ne compte pas. Mais c'est vraiment cet homme qui décide d'œuvrer autour de lui afin de créer un monde meilleur. Et je reviendrai sur cette notion d'action un peu plus loin dans la vidéo. Quelles sont en soi les caractéristiques du gentleman? Qu'est-ce qui fait de nous un gentleman? Eh bien, tout d'abord, il y a l'art vestimentaire. Et oui, si vous pensez à un gentleman, vous pensez généralement à un homme avec une tenue impeccable, un magnifique costume qui connaît toutes les règles de l'art sartorial. Sam Guzman raconte une anecdote qui est plutôt cocasse. Un jour, alors qu'il faisait ses courses dans un centre commercial, il a croisé un jeune homme de 30 ans qui avait en fait un pyjama et qui se trimballait comme ça. Il renvoyait cette image-là d'un homme qui voulait aller dormir aux yeux de tout le monde entier. Ce qui n'est pas acceptable parce que comment voulez-vous que les gens autour de vous vous considèrent comme un adulte alors que vous êtes habillé comme si vous allez vous coucher dans 2 secondes. Ce n'est pas acceptable. On ne peut pas demander aux gens autour de vous de vous considérer comme un adulte et d'avoir du respect pour vous alors que vous êtes habillé comme un enfant. Parce que les gens ont des a priori et ça on ne pourra jamais leur enlever. Imaginons il y a 2 personnes à qui vous devez confier quelque chose de valeur. Un homme en costume qui est propre sur lui, qui eh bien, a une forme de classe, de stature, qui se tient droit, les épaules en arrière, et à côté un mec avec une tenue complète de Pikachu. Je pense que l'objet en question, vous allez le donner à l'homme en costume, même si vous lui avez pas parlé, etc., parce que il y a des indices qui indiquent que c'est un adulte responsable. Alors bien sûr, cela ne veut pas dire que dans les faits, il va être vraiment un homme de confiance, mais en fait, on part avec des a priori. Il y a des faisceaux d'indices et tout le monde analyse, fait des calculs rationnels au regard de ces faisceaux d'indices. Alors c'est bien beau de dire oui, mais l'individualisme, on s'habille comme on veut. Certes, Célestin, tu peux t'habiller comme tu veux, mais ne te plains pas si ensuite les gens ont des a priori sur ta personne parce que tu es habillé comme un enfant. On ne peut pas demander le respect quand nous-mêmes on ne se respecte pas. Ce n'est pas possible. On ne peut pas demander aux autres de nous considérer comme un adulte si nous-mêmes on se considère comme un enfant. Alors Sam Guzman, il dit pas que tu dois te trimballer partout en costume 3 pièces. Tu aurais l'air d'un con, et d'autant plus qu'il explique qu'il y a un habit pour chaque circonstance et que tu peux pas t'habiller trop classe dans certains moments parce que justement ça sera pas trop gentleman. Mais c'est important d'avoir une tenue propre, d'être soigné parce que c'est l'image que l'on renvoie aux autres et surtout ça la montre que tu as du respect pour ta propre personne. Le gentleman, c'est un homme de code, c'est un homme avec des codes qui s'imposent à lui-même. Un code moral, un code de conduite, un code vestimentaire, un code dans le phrasé, dans le vocabulaire, et un code dans même l'art de la séduction. Donc le gentleman, c'est un homme qui respecte des codes. Il y a un code intérieur, un certain nombre de valeurs, et il y a un code extérieur que l'on renvoie aux autres, la tenue vestimentaire. Alors, bien sûr, on ne te demande pas de porter un costume tous les jours, mais au moins d'être classe, propre sur toi, soigné et surtout prendre soin de toi. Et en soi, le fait de bien être habillé dans certaines circonstances, par exemple quand on va travailler, c'est aussi un signe de politesse. La politesse, ça fait partie des valeurs qui ont complètement été balayées d'un revers de main dans notre époque. Pourquoi? Parce que nous sommes dans l'ère de l'instantané, de la rapidité. Nous n'avons même plus le temps pour un merci. Enfin, les gens qui n'ont plus le temps pour un merci, ce sont les gens qui ont été élevés dans un chenil. Parce que les gens qui sont respectueux et polis ont le temps, s'accordent le temps de dire merci, bonne journée, etc. Pourquoi c'est important d'être poli? Parce que les gens ont des vies de les gens ont des vies compliquées, ils se lèvent le matin, ils n'ont pas envie d'aller bosser, ils sont tristes, ils sont animés par
beaucoup de ressentiment. Et en fait, dans la journée, quand vous allez être poli avec les autres, quand vous allez dire bonjour, merci, etc., eh bien, vous allez vous donner un petit peu de bonne humeur, de gentillesse dans la vie de cette personne. Ça va pas changer sa vie, hein. Il va pas gagner au loto demain grâce à ça. Mais au moins, ça sera peut-être un peu moins pénible pour son existence. Et ça coûte pas grand-chose. De toute façon, ça doit être un automatisme. Vous devez pas être poli pour être poli. De plus, la politesse, ça permet d'ouvrir des portes et un champ des possibles qui est juste extraordinaire. Il y a quelques années, j'étais à l'internat et tous les soirs à l'internat, après la journée de cours, on avait 2 heures d'études obligatoires dans une grande salle. C'était long, il y avait des odeurs terribles, beaucoup de monde, bon bref, il y avait un bordel sans nom et on ne pouvait pas travailler. Et lors de ma dernière année à l'internat, je suis allé voir la directrice de ce dit internat pour lui demander d'avoir ma propre salle et de ne pas travailler dans ce boucan perpétuel. Et cette dame, elle avait une main de fer dans un gant de velours, mais ma chance, c'est que pendant plusieurs années auparavant, j'ai toujours été poli avec elle. Quand j'allais la voir, quand j'allais lui demander quelque chose, je prenais toujours le temps de lui parler, de demander des nouvelles d'elle et de son mari, etc. Bref, j'étais dans une volonté de discussion. Et je ne faisais pas ça pour avoir quelque chose en retour, c'était dû à mon éducation. Je voulais juste être poli avec cette dame parce qu'elle était sympa avec moi, et c'est un échange de bons compromis. Et là, elle m'a donné en fait le Graal, puisqu'elle m'a autorisé à avoir ma propre salle avec mon propre bureau, alors que tout le monde était entassé dans la grande salle, alors que pourtant c'était une demande qui allait rompre le principe d'égalité entre les étudiants. Mais elle l'a fait parce que j'ai toujours été gentil avec elle, j'ai toujours été poli, et surtout que j'attendais rien en retour par rapport à ça. Je l'ai fait parce que j'avais vraiment envie d'être sympa avec elle, parce qu'elle était sympa avec moi. Et c'est ça qui est intéressant avec la politesse, c'est qu'en plus, ça ne vous coûte rien et ça vous rapporte beaucoup. Donc pourquoi il faut être poli? Tout d'abord parce que ça fait de vous un gentleman, parce que vous apportez de la bonne humeur aux gens, et ensuite, en fin de compte, ça va vous rapporter certaines choses que vous avez même pas voulu en étant poli initialement. Si on parle de politesse, tout cela nous emmène à la galanterie. Alors la galanterie aujourd'hui, c'est compliqué parce que la galanterie, à l'ère du néo-féminisme, c'est mauvais, c'est dangereux, c'est pas bien. Simone de Beauvoir était contre la galanterie dans Le Deuxième Sexe parce qu'elle expliquait que c'était une volonté des hommes de maintenir la femme dans un état de soumission, alors que non, pas du tout, c'est justement vouloir la porter au pinacle, c'est justement vouloir la mettre en avant. D'ailleurs, les deux sexes ne se sont jamais aussi bien entendus que lorsqu'il y avait cette galanterie, lorsqu'il y avait ce code implicite entre les hommes et les femmes. Donc la galanterie, ça permettait justement d'avoir un respect mutuel entre les hommes et les femmes. Rousseau était également contre la galanterie parce que pour lui, c'était vouloir mettre trop la femme en avant et ça voulait dire que les hommes étaient trop attentifs à ce qu'elle pensait, mais les hommes doivent être attentifs à ce que pensent les femmes. La plupart des femmes aujourd'hui valident en plus des petits gestes galants et vous pouvez très bien les faire même en étant en couple, parce que la galanterie, là où elle est la plus belle, c'est quand il n'y a pas de volonté de séduction derrière, quand c'est fait vraiment de manière désintéressée. Par exemple, une femme dans une gare n'arrive pas à porter une valise, vous l'aidez, parce que si vous étiez à la place de cette dernière, vous aimeriez bien que quelqu'un prenne 5 minutes pour vous aider à porter la valise. Lorsque vous sortez d'un établissement et qu'une femme fait de même, c'est toujours mieux de la laisser passer devant vous, quoi. Ce sont des petites règles bêtes, mais qui vont faire que les femmes vont avoir une belle image de vous, et ça va faire de vous un gentleman. Et de toute façon, ça fait partie plus généralement de cette idée de politesse qu'il faut avoir. De plus, dans un rapport de séduction, c'est toujours important parce que la femme qui va vous séduire ou que vous voulez séduire, elle va se dire que vous êtes un homme avec un logiciel de valeurs, et surtout que vous avez une figure paternaliste. Et ça, c'est toujours intéressant. Les femmes aiment bien la dichotomie entre l'être civilisé, le gentleman, et celui qui est capable de la protéger et de protéger le foyer. Puisque vous respectez les autres, en bon gentleman, vous devez également respecter votre corps et votre propre santé. Parce que posez-vous la question qui est la suivante: si vous mangez des McDo tout le temps, que vous fumez clope sur clope, que vous êtes avachi, que vous prenez pas soin de vous, est-ce que vous êtes cette figure de modèle? Est-ce que vous incarnez cette figure paternaliste? Est-ce que les gens autour de vous vont avoir envie de vous ressembler? Ben non, parce que vous êtes un déchet en quelque sorte, vous prenez pas soin de vous. Donc comment voulez-vous que les gens se disent: waouh, ce mec c'est un modèle? Comme j'ai dit dans la vidéo sur les 10 commandements, votre corps c'est une citadelle et vous devez en prendre soin. Et là, Sam Guzman aborde une notion qui est extrêmement intéressante, celle de l'alcool, que j'avais déjà abordé dans la vidéo sur Drunk. Pour lui, c'est important que le gentleman puisse connaître les alcools. L'histoire de l'homme et de l'alcool se conjugue.
L'homme a toujours aimé la boisson, mais ce qui est important, c'est de choisir la qualité et non pas la quantité. De toute façon, un gentleman mise toujours sur la qualité avant la quantité, que ce soit dans les relations, que ce soit dans l'art vestimentaire, dans la boisson, parce que la qualité, c'est toujours plus important que la quantité. La quantité, souvent, c'est synonyme de médiocrité. Donc, l'alcool, il doit être consommé avec modération et surtout, il faut toujours choisir la qualité avant la quantité. Et c'est là qu'en plus, tu vas plus le savourer. Ensuite, Guzman aborde la question de la lutte et de la souffrance. Quand il était au lycée, il a dû choisir un sport, il n'a pas pu prendre le basket parce qu'il était trop petit, donc il a choisi la lutte. Et quand il a commencé la lutte, il n'arrêtait pas de perdre, ça lui causait des dommages physiques, ça lui faisait mal, et des dommages psychologiques parce qu'il avait l'humiliation de la succession de défaites. Il a travaillé, il a pris sur lui, il a fait preuve de résilience puisqu'il n'avait pas le choix, et un jour, après de multiples sacrifices, il a réussi à gagner son combat. Et là, Guzman, il explique que lorsqu'il a gagné son combat de lutte pour la première fois, ça a effacé d'un revers de main, ça a complètement balayé toutes les souffrances qu'il avait endurées à la fois physiques et psychologiques de ces défaites successives. Ces défaites-là étaient pourtant essentielles parce qu'elles ont mené à sa victoire et en plus de ça, il ne les voyait plus d'un mauvais œil parce qu'elles ont été nécessaires. D'où le fait de faire preuve de résilience et de force. Vous allez souffrir, c'est une certitude. Vous êtes des hommes de sens, donc vous évoluez dans un monde qui est dangereux et vous allez être impactés. Or, la meilleure façon de contrecarrer les assauts, c'est de les accepter. Et c'est ce qu'a fait Guzman dans le cadre de la lutte. Il a transformé la souffrance que lui avaient occasionné ces défaites en force qui l'ont mené ensuite vers la victoire. Donc le gentleman, c'est l'homme qui traverse le brouillard en sachant que ça va être compliqué et c'est parce que c'est compliqué qu'il va le faire. Enfin, Guzman aborde une notion qui est extrêmement intéressante, c'est le respect du travail manuel. Aujourd'hui, le travail manuel est désacralisé, il n'est pas respecté. Pourquoi? Parce que à l'école, on dit aux étudiants qu'ils doivent devenir médecins, avocats, architectes et que les métiers manuels, c'est nul. Les métiers de l'artisanat et en plus les métiers de l'agriculture. Alors que ce sont deux corps de métiers qui sont magnifiques et d'ailleurs la décadence de notre civilisation a commencé lorsqu'il y a eu une décadence et un désintérêt pour ces corps de métier-là. L'artisanat, c'est pourtant ce qui a fait la grandeur de notre pays. Notre-Dame, ça s'est pas construit comme ça du jour au lendemain. C'est parce qu'il y a des hommes qui ont voué leur vie à la construction d'un édifice qui allait les dépasser, juste parce qu'ils étaient bons dans tel ou tel domaine, et la somme de tous ces individus, ça a créé Notre-Dame. Donc l'artisanat, c'est cette volonté créatrice. Et les métiers de l'agriculture sont particulièrement beaux parce que c'est ceux qui permettent de nourrir les individus. Or, si on ne se nourrit pas, on meurt. Donc ces métiers-là ont été rejetés, décrédibilisés alors qu'ils sont extrêmement importants. Et pourtant, ce qui est beau dans les métiers de l'artisanat et de l'agriculture, c'est que tous les deux sont dans cet esprit de création. On crée des choses qui ont un impact direct. On n'est pas en train de faire des PowerPoint ou des tableaux Excel que personne ne lira. Non, on crée des choses qui vont avoir un impact sur le réel, qui vont avoir, ce que je vous ai dit au début, une incidence. Le gentleman, c'est un homme d'action. Il œuvre pour les autres. Et surtout, ce qui est important, c'est que vous soyez bricoleur, vous puissiez développer vos qualités manuelles. Parce que si vous savez rien faire de vos 10 doigts, si vous savez pas, par exemple, changer un pneu d'une voiture ou ce genre de choses, vous allez être toujours dépendant de ceux qui peuvent le faire. Or, un homme accompli, c'est celui qui a ce savoir-là, qui a le savoir donc dans sa tête et qui sait matérialiser ce savoir via ses mains. Et donc dans cette volonté créatrice. Il y a quelques années, la DGSE s'était rendu compte que la plupart de ceux qui postulaient pour devenir agent de terrain ne savaient même pas changer une roue. Voilà, donc je te dis pas sur le terrain ce que ça va donner, quoi. Bien sûr, je n'ai pas tout abordé dans cette vidéo parce que ça pourra faire l'objet d'une partie 2 et j'en garde un peu sous le pied. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, les barons. N'hésitez pas à aimer, commenter et à partager. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était le Doc. Ciao les barons.